Plusieurs fois dans ma vie professionnelle, j'ai croisé le travail de Michel Colomb, soit que nous ayons été sur le terrain ensemble, de l'une ou l'autre guerre, soit que nous ayons fait des conférences, ici par exemple à l'ULB, à deux voix sur le thème de la propagande. Et je dois dire que je considère que son travail est très utile. Il a réussi à faire connaître à un public plus large un certain nombre de mécanismes de l'information qui font que l'opinion publique est manipulée. Ces ouvrages restent quand même, restent vraiment des classiques dans le domaine de la théorie critique des médias en période de crise, la façon dont il étudie l'utilisation des images, des titres, le détournement des titres. Moi, je me souviens encore, on en reparle assez souvent aux étudiants et même d'autres collègues. C'est devenu parfois des exemples très classiques, l'affaire des cormorans en Irak, les fausses couveuses, etc. Et donc, voilà, je pense que ce travail de déconstruction est un travail de déconstruction qui est vraiment salutaire à l'époque où l'on vit. Et c'est un des rares, avec ce qu'Anne Morelli a pu faire, ce que Serge Halimi a pu faire en France, dans l'opinion, ça se travaille, et quelques autres. Noam Chomsky de son côté, avec parfois là aussi quelques nuances. Je trouve que les livres qu'il a publiés jusqu'à présent sont remarquables, que c'est un vrai travail d'investigation. Et je trouve qu'avoir pris le parti de ne pas cacher ses convictions personnelles et de le faire savoir aux usagers de Michel Colomb, c'est-à-dire à ses lecteurs ou ses spectateurs, si c'est un film qu'il fait, est une très bonne chose. Au moins, il est honnête. Il dit, voilà, je suis tel bord et l'information que je vous donne, c'est ma manière de voir les choses. C'est vraiment de la critique et de la bonne éducation aux médias, sur les principes, sur l'objectif. Ce qui met mal à l'aise chez Michel Colomb, c'est que prétendant dénoncer la manipulation, c'est sa thèse en tout cas, des médias, du public, pardon, par les grands médias du monde occidental, j'ai quand même le sentiment qu'il applique lui-même des méthodes un peu manipulatoires vis-à-vis de son public, car il ne va, en tout cas dans Médias Mensonges, il ne va pointer que les exemples qui nourrissent sa thèse, en prenant bien soin d'écarter toute presse d'ailleurs qui ne serait pas capitaliste, et en écartant tout élément qui ne concourrait pas à sa thèse. Je pense que toute cette couverture est pas une information, mais une propagande. La guerre d'Irak que je voyais à la télé, à la RTBF, RTL, TF1, tout ça, ou que je lisais dans des journaux comme Le Soir et Le Monde, ça n'avait rien à voir, mais rien à voir avec la guerre que j'entendais et qu'on me racontait à travers les témoins locaux, les experts, les analystes. Je veux dire, pas au niveau des opinions, qu'on soit pour ou contre la guerre, mais je veux dire au niveau des faits eux-mêmes, des événements, comment ils étaient décrits. On a, dans cette guerre, manipulé l'opinion publique en lui présentant des faits inventés, exagérés, déformés, attribués à l'un alors que c'était l'autre qui l'avait fait. Vraiment, ça confirmait ce que Noam Chomsky et Herman avaient écrit dans le livre Manufacturing Consent, qui m'avait beaucoup inspiré, de 88, la fabrication du consentement, à savoir que les médias travaillaient pas pour informer les citoyens, mais pour que les gens acceptent ce que faisait leur gouvernement et qu'ils soient convaincus que c'était bien. Dire, voilà, de manière aussi péremptoire, tous les médias dominants sont des médias manipulés et qui vous manipulent, ce n'est absolument pas vrai. Enfin, je veux dire, moi, je peux pas accepter ce genre de choses. Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit « Ah non, on n'a pas dit ça, c'était faux ». L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit.
chaque fois, on applique ce que Anne Morelli appelle les principes de la propagande de guerre et que j'ai un peu repris. C'est-à-dire que chaque information sur une guerre cache aux gens l'histoire des régions dont on parle, qui est essentielle pour comprendre les conflits, cache aux gens surtout les intérêts économiques pour lesquels on mène ces guerres, parce qu'il n'y a pas de guerre humanitaire, on fait toujours une guerre pour faire main basse sur le pétrole, sur des matières premières, ou sur des routes stratégiques, ou pour renverser un gouvernement qui donne un mauvais exemple, qui est trop résistant, qui n'obéit pas. Donc il n'y a jamais de guerre humanitaire, c'est toujours des guerres économiques, et ça on nous le cache, on nous présente toujours les guerres comme des westerns, et on ne nous parle pas des intérêts économiques. En Libye, manifestement, l'action des Français a été très importante. Sarkozy a permis à ses services secrets d'aller en Libye parce qu'il devait négocier, si vous voulez, une plus grosse part de marché pour Total. Total avait une mince part de marché en Libye et en exigeait une plus importante. Ils l'ont eu. Et donc, ils ont participé à fomenter ces soi-disant émeutes, etc. Les agents français étaient là sur le terrain bien avant que n'explose réellement le conflit. Et maintenant, c'est la même chose en Syrie. Il y a des agents occidentaux de tout genre qui sont là à fomenter des révoltes contre le pouvoir, en espérant évidemment avoir davantage de parts de marché économique ou dans la reconstruction aussi. En Irak, la reconstruction est quelque chose de très bien monnayé. Un troisième principe de cette propagande de guerre, c'est qu'on diabolise l'adversaire, on présente des images d'atrocités, on les fabrique, on les déforme, on les invente, on va chercher parfois dans les archives des trucs qui n'ont rien à voir avec ce pays-là ou avec cette époque-là. Bachar el-Assad, c'est le nouveau Saddam Hussein, ou Kadhafi, c'est un monstre. Il opprime son peuple. On oublie de dire un peu que la rébellion n'était pas du tout une des révolutions du printemps arabe, comme on l'appelle, mais vraiment une entreprise de déstabilisation d'adversaires, et pas seulement politiques, mais religieux et toutes sortes, de Bachar el-Assad. C'est vrai que c'était une dictature, c'est vrai que c'était pas une démocratie, mais c'est pas vrai que c'est une révolution arabe. Et on est intervenu en Libye sous prétexte que Kadhafi était un monstre et que la révolution arabe devait être soutenue. C'est devenu une guerre classique avec bombardement et avec mort, y compris Kadhafi, assassiné vite fait, voilà. Donc on est intoxiqué de la même manière que toutes les autres guerres. Lorsque maintenant on déclare la guerre à la Libye, qu'est-ce qu'on dit ? Nous ne voulons pas la guerre, nous sommes des doux, des pacifistes, mais c'est eux qui ont commencé. Nous, on est impliqués dans cette guerre pour des motivations nobles. Eux, ils pensent à l'argent. Eux, ils font des atrocités. Nous pas, etc., etc. Un quatrième principe, c'est qu'on inverse les victimes et les agresseurs. On présente les États-Unis, la France, l'Europe se présentent toujours comme les défenseurs de la veuve et l'orphelin, les gens qui vont au secours des victimes. On cache les agressions qui ont eu lieu et on cache qu'en fait on soutient des agresseurs dans cette région. Et le cinquième grand principe de la propagande de guerre, c'est de monopoliser l'info, c'est-à-dire de ne pas permettre aux citoyens d'entendre les deux points de vue, les deux intérêts qui s'affrontent. On donne une seule version et il doit l'avaler. Les situations sont sans doute plus difficiles aujourd'hui quand vous êtes dans des situations de guerre civile où vous n'avez pas vraiment une ligne de démarcation entre d'un côté, je veux dire par exemple l'armée, puis de l'autre la rébellion. Les situations sont, je trouve, de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles. Il suffit de voir ce qui se passe pour le moment en Syrie. Et donc la couverture est aussi extrêmement difficile dans ce genre de situation. Donc ce qu'on essaye de faire en tant que reporter quand on est sur le terrain, c'est témoigner de ce qu'on voit. Je pense que c'est l'essentiel. C'est témoigner de ce qu'on voit.
évidemment, ça n'empêche pas des analyses après un certain nombre de déductions par rapport à ce qu'on a vu. Mais ça, c'est vraiment ce que fait chaque journaliste, en tout cas qui travaille pour la RTBF. Quand il est sur le terrain, il est là pour raconter ce qu'il voit, pour constater et rapporter une information la plus objective possible. Bon, en Syrie, je pense que c'est une situation complexe, hein, mais le principal mensonge ou la désinformation, c'est l'idée que les rebelles seraient essentiellement bons, une force pro-démocratique, et que, à l'inverse, le camp qui soutient Bachar el-Assad, c'est le camp du diable, des monstres, etc. En fait, je pense que c'est beaucoup plus nuancé, que le pays est vraiment divisé, et qu'on ne met pas assez en perspective cette division. Donc on ne donne pas aux lecteurs, aux téléspectateurs, vraiment les moyens pour avoir une idée plus ou moins objective ou balancée sur le problème. Par exemple, l'essentiel des informations concernant les atrocités, dont on nous parle tout le temps, viennent d'une personne qui est l'observatoire, enfin qui se présente comme l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est basé à Londres, qui est lié aux frères musulmans. C'est lui qui déverse toutes les informations, enfin l'essentiel des informations sur les crimes de Bachar el-Assad. Donc c'est une seule source. Dans pratiquement tous les articles, on reprend cette source. Mais on ne dit jamais, évidemment, au lecteur qu'en fait, on n'a qu'une source, toujours la même, que cette source est une personne et qu'elle est liée aux frères musulmans. Donc je ne peux pas dire que tout est des mensonges, mais c'est de la désinformation, ce n'est pas une information objective. Si vous voulez influencer l'opinion publique, il faut forcément créer auprès d'elle des émotions, de l'affectivité, et vous allez leur raconter une histoire. Aujourd'hui, les médias, c'est beaucoup raconter une histoire. Et donc, on va raconter l'histoire du pauvre petit réfugié ou de la femme violée. Je ne dis pas que ça n'existe pas pendant les guerres, mais on ne va raconter cela que dans la mesure où ça conforte l'opinion qu'on veut défendre auprès du public. Et donc, ces récits sont véhiculés par les médias pour créer une empathie ou pour créer au contraire une hostilité envers certains personnages et donc préparer le terrain pour que l'opinion publique accepte par exemple une guerre, soi-disant en défense d'un groupe qui a été identifié ou soi-disant pour contrer un monstre qui a été présenté comme tel depuis des semaines ou des mois. Je pense qu'il y a une chose très importante, on parle de manipulation des médias, mais moi je pense qu'il y a une chose essentielle ces dernières années, et moi je l'ai vécu personnellement, et quand j'en parle avec mes collègues reporters, pour le plus grand nombre c'est la même chose, c'est il y a quelques années on était encore protégé par son statut de journaliste. Ça vous permettait d'accéder à des informations, je dirais à la limite assez facilement. Il y avait un vrai respect pour le travail de journaliste. Les journalistes étaient là pour témoigner. Les gens aujourd'hui, mais on le voit dans différents cas. Aujourd'hui, parfois, d'abord, je pense qu'il y a moins de respect de la profession. C'est dans toutes les situations. Je trouve que le travail est de plus en plus dangereux. Et parfois, les journalistes deviennent même les cibles aussi. Et même si elles l'ont toujours été, moi en tout cas personnellement, avec les années, c'était beaucoup plus difficile de témoigner. Vous êtes parfois pris à partie, accusé de donner des infos, soi-disant pour aider l'un ou l'autre camp. Je l'ai vécu personnellement, alors que vous donnez des infos parce que vous les avez et qu'elles sont là, et que ça fait partie de votre boulot de donner ces infos, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Il y a un système de filtrage dans les médias qui fait que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et les filtres sont d'une part la propriété des médias. On constate qu'on assiste maintenant à la formation de véritables empires de presse comme Murdoch, Bertelsmann, RTL, tout ça. En France, vous avez Lagardère, Dassault, Bouygues. Ce sont des énormes multinationales de l'information qui ont une position monopolistique, qui sont elles-mêmes étroitement liées, c'est encore plus visible aux États-Unis, mais en France aussi,
à des multinationales de la banque, de l'armement, de toutes sortes de secteurs qui sont justement derrière les guerres. Donc, il n'y a pas d'indépendance. Dans certains cas, c'est extrêmement clair. Quand il y avait la guerre en Yougoslavie et que l'événement du jeudi fait un numéro spécial, les complices français de Milosevic, c'est très très difficile à ce moment-là d'être considéré comme un complice de Milosevic qui est présenté depuis des mois comme le monstre par excellence. Alors qui sont ces complices? C'est Monseigneur Gaillot, c'est l'abbé Pierre, c'est Max Gallo. Ce sont des gens qui sont bien doux et pacifiques et qui ont simplement posé des questions. Est-ce qu'il faut bombarder Belgrade? Est-ce que c'est nécessaire? Alors, si vous vous posez la question jusque-là, vous ne comprenez pas quelle est la réponse. Il faut se demander à qui appartient ce média. Et l'événement du jeudi, c'est le groupe Lagardère. Et le groupe Lagardère, c'est Mazda. Et qu'est-ce qu'il produit, Mazda? Eh bien, c'est de l'industrie d'armement. Et ils produisent notamment l'armement qui est employé dans la guerre contre la Yougoslavie. Donc, ils ne sont pas fous. S'ils ont acheté l'événement du jeudi, c'est pour s'en servir, pour faire leur propagande pour la guerre qui leur sert à écouler la marchandise qu'ils produisent. On a les journaux parce qu'on veut contrôler l'information, ça ils le disent, et effectivement ils contrôlent l'information. Donc celui qui est propriétaire du journal choisit les postes principaux du journal, choisit qui va les occuper. Et ces personnes-là, effectivement, après vont engager des gens qui correspondent à ce qu'elles veulent. Et donc ça va être comme une pyramide, mais on a quand même ce contrôle qui est exercé. Alors il n'est pas total, donc on n'a pas des médias qui ont tous le même discours, il y a une part de liberté. Quand le livre est paru en néerlandais sur la propagande de guerre, il y a une journaliste qui est venue d'un très grand journal hollandais. Elle est venue m'interviewer longuement. Elle a fait venir un photographe ici pour illustrer son article. Et puis, à plusieurs reprises, elle m'écrit en disant « Mon rédacteur en chef a refusé, il n'a pas aimé, je dois remanier, etc. » Pourquoi la Hollande était en plein dans la guerre et la conclusion, selon cette journaliste, ne plaisait pas au rédacteur en chef parce que sa conclusion, c'était qu'il faut toujours douter avant de s'embarquer dans une guerre. Or, si les gens se mettent à douter avant de s'engager dans une guerre, ils ne vont jamais les faire. Il faut qu'ils s'engagent et puis peut-être ils peuvent réfléchir. Donc, c'était une bonne journaliste, elle avait très bien compris la question, mais si ça lui arrive 4 fois de suite, qu'est-ce qu'elle va faire? Ce que j'explique dans Média Mensonge, c'est que quand un repreneur, Ersan par exemple, ou un groupe de presse, reprend un journal, il veut faire des économies, il veut augmenter ses bénéfices. Donc, il réunit toutes les rédactions des journaux qu'il achète plus ou moins au même endroit, pour avoir une seule facture de chauffage, d'électricité, de téléphone, tout ça. Il réduit le nombre de journalistes par départ volontaire ou départ naturel, comme on dit. Mais il n'augmente pas le nombre de journalistes et il augmente la part de journalistes encore plus malléables que les journalistes normaux, les freelances. Donc maintenant, en France, les journaux utilisent 70% de freelance. C'est énorme. Et alors, un freelance, évidemment, il travaille au cachet d'artiste, à la pièce fournie, à l'article, disons, ou comme faux indépendant. Il est dans la rédaction du journal, il est payé en brut, c'est à lui qu'incombe les charges sociales et tout, et il peut être mis à la porte le lendemain. Donc ils ont encore plus peur que les journalistes qui veulent juste sauver leur célébrité ou leur vedettariat. Et ils sont encore plus malléables, c'est tout. Pourquoi la presse ou le secteur de la presse ou les patrons de presse agiraient-ils différemment des patrons dans d'autres secteurs? On s'étonne que la presse soit devenue une marchandise, qu'il y ait des effets de concentration. Mais dans la mesure où on trouve normal que la presse soit une marchandise privée, qu'elle soit sur le marché, voilà, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ces effets-là. Donc si on voulait être un tout petit peu cohérent, il faudrait que l'on puisse à la fois condamner les licenciements de journalistes, donc ce qui se passe dans le monde du travail, et condamner les conditions de précarité de plus en plus précaires dans lesquelles travaillent un très grand nombre de journalistes. Je ne parle pas des élites médiatiques, mais le plus grand nombre de journalistes. Mais être cohérent, ça montrer que cela, ça découle aussi tout simplement du fait que l'information est une marchandise privée. Et lorsque vous avez une industrie de la presse en Belgique qui appartient à 3, 4, 5 groupes maximum, qui eux-mêmes sont la propriété de grandes familles
familles belges par ailleurs, qui sont dans le top 25 des plus grosses fortunes du pays, ce qu'on évoque assez peu souvent, parce qu'on dit oui, bon, vous savez, en Belgique, c'est pas comme en France, les grandes familles n'ont d'intérêt que dans les médias, tandis qu'en France, Dassault, c'est l'armement, Bouygues, c'est le bâtiment. D'abord, c'est pas vrai. Ce que j'ai montré dans mes travaux, c'est que si vous étudiez en détail les mandats que ces gens ont et les conseils d'administration des groupes de presse, on peut très vite refaire le Belvin et tous les réseaux économiques de la Belgique, pas seulement dans le monde des médias. On retrouve d'autres grandes compagnies qui sont représentées, notamment les grandes banques. Pour augmenter les profits d'un journal, il faut diminuer les coûts. L'investigation des journalistes est un coût, et un coût important. Si on dit à un journaliste, tu peux, comme tu le demandes, faire une enquête de 3 semaines et disparaître de la rédaction pendant 3 semaines, à condition que tu ramènes une bonne matière, comme ça se faisait dans le temps, ça ne se fait plus. Parce que les journaux disent, non, tu ne sors pas, tu ne vas pas faire une enquête, tu dois produire. J'ai une amie qui s'occupe d'informations sociales belges. La dernière fois que je l'ai vue, elle allait sur le terrain, Et la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit « Gérard, tu ne te rends pas compte. Je ne peux plus jamais sortir et je dois pisser 3 à 4 copies par jour. » Donc, elle ne pouvait rédiger ces 3 à 4 articles que sur base de communiqués venus de l'extérieur dans le journal. Donc ce n'est plus le journaliste qui sort, c'est l'information extérieure qui arrive. Et qui produit de l'information qui arrive au sein des rédactions? Les gens qui ont le fric pour produire cette information. Donc c'est de l'information normalisée, pré-mâchée, et qui fait partie d'un grand consensus. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on est dans une période, pour la RTBF c'est le cas, mais je pense que c'est le cas pour de nombreux médias, on est dans une période d'économie aussi. Donc on essaye de continuer à faire notre boulot de la même manière en gérant tous ces paramètres, évolution des médias, situation économique difficile, etc. Ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Quand un journaliste est de plus en plus est pris dans ce journalisme de vitesse, ce journalisme de concurrence, ce journalisme du copier-coller, parce qu'il faut aller très très vite sur les réseaux Internet, avant même de penser à la façon dont on va organiser sa matière, et qu'on est en face de gens qui sont des communicateurs professionnels de plus en plus armés, de plus en plus professionnels, de plus en plus stratégiques, eh bien on est effectivement dans un journalisme qui ne prend plus assez distance, qui n'analyse peut-être pas suffisamment et qui donc est prêt à relayer des messages qui, eux, sont intentionnellement construits avec un certain objectif. Le deuxième dont j'ai parlé, c'est la publicité, c'est-à-dire les énormes budgets des multinationales qui ont un pouvoir de censure, mais plus généralement d'autocensure, quoi. Les journalistes sauront et intégreront qu'on ne peut pas parler des crimes de telle et telle multinationale, parce que c'est justement l'annonceur à la page derrière, donc on ne va pas aller dénoncer les crimes de Esso, Shell, Total, au verso d'une page de publicité qui finance le journal. C'est un exemple qu'on prend souvent, mais on ne va pas avoir un article sur les dégâts écologiques que fait Coca-Cola sur une page avec en face la pub de Coca-Cola. Ça, c'est inconcevable. Et les journaux, en fait, sont dépendants de ça, de la publicité, donc ils n'ont pas le choix. S'ils veulent continuer, ou alors ils devraient être beaucoup plus chers, mais les gens ne les achèteraient pas. En plein dans le mille, cet été, les propos de Patrick Lelay ont presque occulté l'île de la Tentation et Koh-Lanta réunis, de quoi donner du grain à moudre à ses détracteurs. Il y a 2 mois, dans un ouvrage confidentiel intitulé « Les dirigeants face au changement », le président de TF1 y livrait sa conception du métier. Voici l'extrait de la polémique. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre 2 messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Maladroit, diront certains. Non, Patrick Lelay a bien relu et validé cet entretien avant la parution du livre. Mais une partie de la presse s'est emparée de l'extrait, fustigeant au passage la télévision commerciale. De Patrick Lelay décerveleur à trafiquant d'organes audiovisuels dont le seul but serait de crétiniser un maximum de personnes. Tu racontes, hein. C'est magnifique. Le vrai pouvoir, il n'est pas à la rue de la Loi ou au Parlement européen, mais il est chez les lobbyistes, chez les clients des lobbyistes qui font pression pour que les lois soient faites dans leur intérêt.
Et il y a effectivement, bon, on parle du cercle de Lorraine, mais il y en a d'autres, il y a de ces cercles qui réunissent des journalistes, des hommes d'affaires et des hommes politiques. C'est là que se décident les choses. Et lorsqu'elles sont décidées là, passage au Parlement n'est plus qu'une formalité. Un chercheur liégeois, Geoffrey Goens, a très bien montré ça dans le bouquin Tout pouvoir confondu, État, médias et capital à l'ère de la mondialisation. Il a montré les enchevêtrements qu'il y a et ça se voit dans les conseils d'administration, les actionnaires, mais aussi les personnels dirigeants, entre les multinationales, les anciens ou futurs personnels politiques, militaires aussi. Aux États-Unis, vous avez même plein de gens qui ont des présidents de la CIA qui sont dans des think tanks, dans des médias, etc. Et les plus grands journalistes qui se retrouvent aussi dans ce que j'ai appelé un peu le gouvernement de l'ombre, des think tanks qui sont en fait des gros pouvoirs décisionnels, comme le Council on Foreign Relations aux États-Unis, le groupe Bilderberg États-Unis plus Europe, ou la trilatérale, les mêmes plus le Japon et quelques-uns. Donc vous avez des liaisons entre économie, médias, politique qui faussent complètement l'info. C'est un ensemble de mécanismes sociologiques, donc c'est pas du tout un complot, mais un ensemble de mécanismes sociologiques qui font qu'on ne peut pas dire que la presse est indépendante. Ça ne veut pas dire qu'elle est sous contrôle en termes de ficelle, mais elle n'est pas indépendante. Il y a toute une série de mécanismes, les conditions de travail, l'habitus des journalistes, la proximité de certains avec le monde du pouvoir. Voilà, il y a des logiques qui sont diverses et variées, mais elles ont quand même pour effet qu'au final, quoi qu'on en dise, les médias tiennent un discours qui généralement est un discours assez peu critique sur le fonctionnement du monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis toujours très admiratif et très reconnaissant. Nous vous sommes reconnaissants, mesdames et messieurs, qui faites vivre la presse politique française, qui forgez en quelque sorte l'opinion de nos compatriotes. Je veux vous dire à tous et à tous un immense merci. Vous participez incontestablement à la vitalité de notre démocratie. Les journalistes dont il est question ici, ce ne sont pas des pigistes ou des intermittents ordinaires, ce sont vraiment les vedettes de la profession, c'est-à-dire à la fois ceux qui mettent en forme l'information et ceux qui formatent les débats politiques et économiques en France. Or, si on s'intéresse à ces journalistes vedettes, ils sont en fait assez peu différents des politiques, mais aussi des patrons avec lesquels ils partagent de nombreux traits sociaux communs. Alors ça veut dire quoi ? D'abord, ça veut dire qu'ils viennent des mêmes milieux sociaux. Si on regarde les journalistes connus en France, on aura beaucoup de mal à trouver un fils d'ouvrier, un fils d'employé ou un fils d'agriculteur parmi eux. En revanche, des enfants de médecins, on en trouvera beaucoup, des enfants de diplomates, voire des enfants d'industriels. Alors ce sont des gens qui viennent de milieux semblables, ce qui permet une certaine familiarité entre eux, et puis ce sont aussi des gens qui ont suivi les mêmes formations. Quand on pense aux journalistes, on imagine souvent journalisme égale école de journalisme. Mais en réalité, si on pense à Ockrent, Pujadas ou El Kabbach, ce sont tous des gens qui sont passés par Sciences Po. Si on pense à Claire Chazal ou à Emmanuel Chin, ce sont des gens qui sortent d'HEC. Bref, ces journalistes vedettes ne sont pas des journalistes ordinaires et ils sont assez proches des politiques et des patrons qu'ils interviewent. La thèse et le livre de Geoffrey Goens consistait à finalement montrer que les journalistes, les éditeurs, les gens de pouvoir économique, industriel, financier, tout ça se retrouvait dans le même monde, soit directement, parce qu'on les retrouvait dans des mêmes endroits, des mêmes clubs, où ils étaient passés par les mêmes filières d'enseignement, de formation, etc. Soit, si je me souviens bien, sauf erreur, soit même indirectement, parce que les journalistes avaient dans leur famille, dans leurs proches, des gens qui eux-mêmes étaient des capitaines d'industrie, etc. Alors là aussi, ou bien on part d'une grille de lecture dans un monde idéal, et serait-il idéal, où le journaliste vit pratiquement en dehors de la planète pour faire un métier qui serait effectivement pas suspect de quoi que ce soit, ou bien on admet que les journalistes sont des gens qui sont intégrés dans une société, qui ont un réseau social, qui ont des convictions personnelles, qui ont effectivement une famille,
Et on fait avec. Je veux dire par là que c'est aux journalistes, et ça, pour ça il y a des balises éthiques, il y a des balises déontologiques, il y a aussi des balises légales, pour faire en sorte que les journalistes puissent à un moment effectivement ne pas être englués dans ce système de relations sociales, de même qu'ils ne doivent pas être englués dans le système de valeurs sur lesquels auquel Colomb est beaucoup plus attentif. Donc, et à ce moment-là, effectivement, on doit être attentif et œuvrer pour que le journaliste soit le plus indépendant intellectuellement et dans ses activités possibles. À la RTB, dans les années 90, on ne partait plus en reportage, on partait en voyage. N'est-ce pas? C'est déjà sémantiquement tout à fait différent. Et les journalistes qui partaient en voyage payés par quelqu'un d'extérieur de la RTB. Un ministre qui va en mission commerciale à Bangkok, par exemple. Je ne dis pas ça pour rien, parce que j'ai suivi cette mission, pas avec le ministre, j'ai suivi ce qui se passait. Et là, il y avait un journaliste qui allait prendre son bain dans la piscine de l'hôtel avec le ministre, il se tutoyait, se tapait sur le ventre, il buvait les mêmes whisky, il baisait les mêmes putains, ou call girl, parce que dans les hôtels de luxe, on appelle ça comme ça. Donc il y avait comme une proximité qui s'était créée entre eux, qui fait que le journaliste n'était absolument pas indépendant. Donc voyage remplaçant le reportage, payé par un extérieur dont on est complètement pieds et poings liés par la personne qui a payé. Même Amnesty International, Amnesty et des grandes ONG, Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, payent des voyages aux journalistes pour montrer leurs merveilleuses réalisations sur le terrain. Mais c'est eux qui décident d'où le journaliste va. Où et ce qu'il a à voir. Sur le terrain, le journaliste n'est absolument pas indépendant. Il est conduit par un géo du Club Med, là où il faut aller. Il faut filmer ce que l'organisation, l'ONG, a décidé de filmer. La thèse de Colomb, c'est de dire la presse occidentale est au service du grand capital, est au service du complexe militaro-industriel, comme on dit dans ces milieux d'extrême gauche, et il le fait consciemment pour perpétrer le système, et pour perpétrer le système libéral, capitaliste, économique, la presse doit manipuler, doit mentir, doit protéger, doit censurer et s'auto-censurer. Moi, je pense que ce procès, il n'a pas beaucoup de sens, il est grossier. Je pense davantage à une presse qui est forcément intimement liée à son système idéologique, intimement enracinée dans la société où elle se trouve. Et donc, effectivement, il y a pas mal de choses qui se passent dans la tête des journalistes et dans leur façon de fonctionner, qui relèvent peut-être d'un manque de distance ou d'une adhésion inconsciente, et c'est là où je diffère du Michel Colomb, d'une adhésion inconsciente avec un système de valeurs, un système idéologique. On l'a vu, et c'est là que Colomb a raison, sur un certain nombre d'exemples, quand dans la première guerre du Golfe, subitement, toute la presse européenne et américaine, d'une seule voix, désigne les méchants et répète à longueur de journée « nous sommes les bons et les méchants sont forcément en face », il y a là un problème, encore une fois, de manque de distance. Mais je prétends, moi, qu'on est davantage dans un espèce de conditionnement idéologique, dans la société où on se trouve, avec ses valeurs religieuses, sa culture, son éducation, etc., que dans une espèce de théorie du complot organisé et conscient. Donc, je regrette d'ailleurs que Colomb ne soit pas plus subtil dans son analyse et dans ses grilles de lecture, car il fera avancer bien plus loin le schmilblick. Dès l'instant où il part du principe qu'on est tous des comploteurs dans cette méchante presse bourgeoise et capitaliste, et que dès lors il ne gagne pas beaucoup de crédit, Colomb n'a pas beaucoup de crédit, en tout cas pas dans les milieux universitaires que j'ai beaucoup fréquentés, pas dans les milieux scientifiques, et il s'est mis à dos pratiquement les trois quarts de la profession aussi. Les entreprises rachètent ces médias, non pas par bonté d'âme ou pour soutenir les médias, mais pour avoir des tribunes à leurs opinions. Donc quand par exemple il y a eu l'euro, tous les médias étaient favorables à l'euro. Il n'y a pas eu de voix dissidente. Donc les gens, ah oui, l'euro c'est bon pour nous, on l'a dit à la télé, on l'a dit dans le journal, on l'a dit... maintenant nous devons payer les dettes des banques. Il paraît que c'est bon pour nous. Je ne sais pas en quoi ça va être bon pour nous, mais enfin, tous les médias l'ont dit, et donc l'opinion publique en est persuadée. Mais donc, il n'y a pas de pluralisme
médiatique dans notre pays. L'idée, c'est toujours d'étudier précisément entre la sociologie des élites financières, politiques et médiatiques que j'étudie depuis plusieurs années et le discours des médias, voir quelles sont les institutions entre les deux. Parce que les choses ne sont pas mécaniques, je ne crois pas ni à la théorie du complot, ni à la censure, ou pas seulement à la censure la plus classique, mécanique, etc. C'est de voir entre les deux, entre à qui appartiennent par exemple les médias et quel est le résultat final, c'est-à-dire ce qu'on peut lire dans la presse. Entre les deux, quelles sont les institutions, tous les éléments qu'on peut mettre en évidence et qui peuvent traduire des effets des effets en termes de propagande, même si elle est largement inconsciente. Peu importe, l'effet est comme celui-là. Et il y a notamment le rôle des think tanks et plus généralement d'intellectuels ou d'experts qui sont souvent invités dans les médias et qui tiennent un discours dominant, qui va toujours dans le sens, en quelque sorte, du système tel qu'il est, tel qu'il va. Et on peut prendre le cas des économistes en Belgique, où vous avez 3-4 économistes médiatiques qu'on voit tout le temps, comme il y a 3-4 économistes en France qu'on voit tout le temps. Et ce qui est toujours très étrange, c'est de constater que les médias les présentent comme des économistes, ou presque comme des chercheurs parce qu'ils ont un poste dans une université, mais on oublie qu'ils ont toutes des casquettes aussi de managers, de grandes entreprises, de banques, de fonds de pension, etc. Et donc voilà un élément intéressant entre les deux. Qu'est-ce qui fait que les médias ont un discours qui va dans le sens du pouvoir, alors que les journalistes, on ne leur dicte pas les choses. On n'est pas... voilà, ils restent quand même libres, autonomes. Enfin, il n'y a personne qui les tient en quelque sorte. Mais il y a notamment le recours classique aux experts, aux économistes dominants. Alors comment expliquer ce recours? C'est un réflexe qui est assez malsain, pourrait-on dire, pour la profession, et étrange pour un métier qui devrait être un contre-pouvoir, un réflexe mais qui est assez traditionnel et qui a été décrit par bien d'autres chercheurs, qui est le réflexe de se retourner assez naturellement vers ce qu'on appelle les sources officielles, ou les intellectuels les plus consacrés. Voilà. Et donc, ça peut donner cet effet que des intellectuels consacrés de sources officielles tiennent un discours qui va dans le sens du monde tel qu'il est, dans le sens du statu quo, dans le sens du pouvoir, si vous voulez tenir un discours très général, et pas dans le sens d'un discours évidemment critique. Et souvent, ces experts-là sont membres de think tanks, de boîtes à idées. Donc voilà un espace qu'il faut étudier pour comprendre pourquoi les médias vont dans le sens du discours dominant, sans qu'il n'y ait de grands complots, et sans que les médias soient des marionnettes. Ces 4 filtrages, propriété, publicité, liaison dangereuse et idéologie dominante, font que le système des médias n'est pas libre d'informer vraiment le citoyen complètement. Je ne veux pas dire que tout est faux, je ne veux pas dire pas du tout que les journalistes sont pourris. Il y en a quelques-uns, mais la majorité des journalistes essayent de faire honnêtement son travail, mais je pense que on ne peut pas permettre... Bon, c'est Coluche qui disait, on ne peut pas dire la vérité à la télé, il y a trop de gens qui regardent. Et je pense que ce n'est pas une boutade, c'est très sérieux. Si les gens savaient... Ça, c'est une autre phrase du ministre britannique de la guerre dans la Première Guerre mondiale, il s'appelait Lloyd George, je pense, et il disait, si les gens savaient, la guerre serait arrêtée immédiatement. Les gens ne savaient pas la boucherie que c'était 14-18 et que c'est une bataille épouvantable, dégoûtante et pas du tout pour la démocratie ni rien, c'est une bataille pour le fric comme le reste. Et donc lui-même, ministre de la guerre, avait dit si les gens savaient, la guerre serait arrêtée tout de suite. Donc voilà, à partir du moment où des pays comme les États-Unis, la France et d'autres font la guerre directement ou indirectement en se cachant contre des pays pour contrôler le pétrole, les minerais et les zones stratégiques, évidemment qu'on ne veut pas le dire aux gens, évidemment qu'on doit le cacher. Donc ça, c'est un énorme tabou. Le fait que dans les médias comme Le Soir, Le Monde, TF1, Libération, etc., on censure systématiquement les gens comme Chomsky, Anne Morelli, Jean Bricmont, moi-même, que jamais on est autorisé à commenter les infos qui sont là et à dire aux gens, et attention, il y a une autre info, il y a des gens qui disent le contraire, vérifiez. Ça prouve qu'on est dans un système d'information tabou sur tous les sujets sensibles. Tout ce qui touche aux intérêts des multinationales, à la politique du Nord contre le Sud, au fait que dans le monde actuel, il y a le 1% qui s'enrichit et les 99% qui ont de plus en plus de mal à boucler le mois, ou en tout cas une grande partie de ceux-là. Tout ça, c'est trop tabou et il n'y a pas d'information objective et sérieuse sur ça. C'est trop dangereux parce que si les gens sont informés, ils vont vouloir que la société change et ça, les intérêts dominants ne veulent pas. L'homme que l'on voit à ses côtés s'appelle Michel Collomb, un auteur belge d'extrême gauche qui a lui aussi réalisé des vidéos en Libye.
comme celle-ci, filmée au milieu des ruines d'un bâtiment bombardé par l'OTAN. L'OTAN a d'abord nié l'avoir commis, puis a dit que c'était un centre de commandement militaire. Alors je vous propose de vérifier ce qu'il y a vraiment ici. La visite guidée va se conclure sans trop de suspense. J'ai pu me promener ici où je voulais pendant plusieurs heures dans ce parc et il n'y a absolument rien de militaire ici. Cette vidéo de propagande est destinée au site de Michel Collomb, Investigation, qui prétend dénoncer les mensonges des médias occidentaux, mais n'hésite jamais à venir au secours des pires régimes s'ils sont menacés par l'OTAN. Il y a eu clairement plusieurs très gros médias mensonges, comme d'habitude à chaque guerre. À savoir que Kadhafi aurait bombardé des manifestations. Ça a été complètement démenti, même par des organisations très pro-occidentales en général, comme Amnesty, Human Rights Watch, où les services secrets eux-mêmes ont dit que ça n'a pas existé. On a aussi dit que comme il était très isolé, il avait dû faire venir des milices extérieures, des Noirs, etc. C'est faux, il avait un soutien dans la population. Bizarrement, ce discours n'empêche pas Michel Collomb de donner des conférences dans les milieux altermondialistes, soutenant le printemps arabe. Comme ici au Luxembourg, en présence d'indignés tunisiens et libyens ayant fait la révolution. Quand les États-Unis et l'Europe font une guerre, évidemment qu'on ne va pas dire la vérité aux gens. Nous faisons la guerre pour des raisons économiques et stratégiques. On va toujours prétendre que c'est une guerre humanitaire démocratique. Devant ce public-là, Michel Collomb n'ira pas jusqu'à prétendre que les rebelles libyens étaient manipulés par la CIA. En revanche, il le sous-entend très clairement sur ce plateau de Frédéric Tadei, où il reprend à son compte la thèse du complot visant à remodeler le Moyen-Orient. On a eu beaucoup de rapports et de confidences indiquant que les services secrets français, britanniques et des États-Unis étaient à l'œuvre sur les terrains au moins 6 mois avant cette révolte spontanée. Bertrand m'a dit, est-ce que des services secrets américains, en l'occurrence, puisque c'est souvent eux qu'on désigne, ou même européens, sont capables d'organiser quelque chose comme le printemps arabe? Le printemps arabe n'était pensé par personne. D'abord, un fait. C'est la réaction totalement déconcertée des chancelleries occidentales et surtout européennes quand commence le printemps arabe. Mohamed Bouazizi, je vous rappelle, s'immole par le feu le 17 décembre 2010. On ne sait pas si c'est un fait divers dramatique, une sorte de protestation localisée, ou si c'est un peu plus, on commencera à prendre conscience que c'est le début d'un processus de mobilisation de grande ampleur, passé les fêtes de Noël. Pendant tout ce temps-là, on voit les gouvernements flotter, et ce flottement va durer quand même assez longtemps. Il sera un peu moindre, ça pourrait faire plaisir à certains, aux États-Unis, où effectivement Obama accueille avec plus de souplesse le printemps arabe, qu'il va accompagner, mais là aussi, deuxième piège, l'accompagnement. C'est ce que j'allais vous dire, C'est une diplomatie assez pauvre, et on la voit, Ce que vous voulez dire par là, c'est que on peut accompagner, c'est-à-dire en gros un tout petit peu aider, peut-être des fois financer des mouvements, des associations démocratiques, mais qu'on ne peut pas considérer que cet accompagnement soit de nature à organiser les révoltes populaires qu'on a vues au moment du printemps arabe. C'est de nature ni d'organiser une mobilisation sociale, et je trouve qu'il faut avoir un peu plus de respect pour la société, les hommes et les femmes qui descendent et qui meurent dans la rue, et de considérer que ce n'est pas des pantins, ce sont des femmes et des hommes de conviction. Lorsque une société prend feu, vous avez beau manipuler une allumette, s'il n'y a pas une véritable conviction pour participer à l'expression de cette violence, celle-ci ne se fait pas. J'avais pas vraiment une opinion claire sur ce qui se passait en Libye quand j'y suis allé. J'avais écrit un article contre la guerre pour des raisons qui ne tiennent pas à la nature du régime, parce que je pensais que l'intervention allait aggraver la situation, qu'elle n'était pas motivée par des raisons, disons, humanitaires, hein, qu'il y avait des solutions pacifiques qui avaient été mise sur le côté par l'Occident. Donc tout ça, ça m'a fait prendre position contre la guerre. Mais je savais pas, je connaissais pas grand-chose de la Libye, et donc, à part ce que les médias disaient. Donc, il y avait un conflit sur place, des rebelles, etc. Ça, oui, je ne mettais pas en doute. Mais quand je suis arrivé en Libye,
au moment où je suis arrivé, je me rappelle bien, les médias étaient en train de décrire Tripoli comme au bord de la chute, que cette ville était encerclée de rebelles, et que donc elle n'en avait plus que pour quelques jours. Donc évidemment, j'étais quand même inquiet. Et en fait, quand on a passé la frontière libyenne, il n'y avait rien, mais vraiment rien. Donc on a passé par la Tunisie, on est arrivé jusqu'à Tripoli, il y avait un petit checkpoint, mais vraiment ridicule. Donc j'étais allé au Kosovo 1 an avant, qui n'est plus en guerre, mais les checkpoints étaient beaucoup plus stricts et impressionnants. Là, il n'y avait presque rien, et dans Tripoli même, il n'y avait vraiment rien, donc pas de policiers, pas de militaires. J'ai vu des extraits, où elle est vachement malhonnête d'ailleurs, et moi-même j'ai été l'objet depuis longtemps de tenants de la théorie du complot. Par exemple, quand j'écris, en 1996, quand je publie un livre qui dit tout ce qui va se faire en matière de privatisation et qui joue un rôle dans cette stratégie, des collègues ou des gens me disent « Ah, vous êtes un tenant de la théorie du complot. Et vous êtes en train de raconter des conneries parce que ça ne va pas se passer. » Puis ça se passe, alors là, ils ne disent plus rien. Voilà. C'est parce que sur base de documents et sur base de recherches, que je vois quelle est la stratégie et à quoi elle va aboutir, que je dis il va se passer ça. Je ne dis pas c'est un complot, je dis il va se passer ça. Alors ceux qui attaquent les tenants de la théorie du complot, en général, moi donc, qui m'attaquent moi, sont des gens de droite. Parce que tout ce qu'on révèle sur justement les agissements de la droite et du capitalisme en général, il faut le combattre. Et on ne peut le combattre qu'en discréditant ceux qui révèlent ce qui est moche dans le capitalisme. Et voilà. Donc on les discrédite. Donc ce sont des tenants de la théorie du complot. Ils inventent des complots qui n'ont jamais eu lieu et qui n'auront jamais lieu. Les gens qui développent le concept du média mensonge, on les accuse toujours d'être complotistes. Oui. Michel Collomb, vous avez subi évidemment cette critique. Comment vous réagissez à cette critique récurrente? Écoutez, complotiste, c'est l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument quand on amène des faits et qui ne savent pas quoi répondre. Moi, je mets au défi tous ceux qui me traitent de complotiste de venir ici et de me montrer en quoi ce que je raconte ne correspond pas aux faits. On vous a même traité d'être le roi des complotistes belges. Vous savez à qui je fais allusion, bien sûr. Écoutez, les gens qui lancent ça, il faut regarder ce qu'il y a derrière, les intérêts qu'il y a derrière. Aucune info n'est innocente. Et la meilleure façon d'en avoir le cœur net, c'est, moi, ça ne me dérange pas qu'on critique, mais qu'on vienne débattre, qu'on vienne dire, voilà, c'est un complotiste parce que ceci et ceci n'est pas juste. Mais les gens qui nous disent que les États-Unis disent tout ce qu'ils font, qui sont honnêtes, qui vous disent la vérité sur leur guerre, qui ne cachent rien, ça, c'est peut-être des complotistes. On est fort attaqué. Ça ne vient pas tellement des journalistes, ça vient de gens qui sont plutôt des polémistes, qui sont des lobbyistes. Bon, c'est pas un secret. Israël a toute une série de gens qui sont chargés, parfois payés, de défendre ses intérêts et de diaboliser ceux qui les critiquent. Je ne suis pas le seul dans le cas. Des gens comme Pascal Boniface, comme Bricmont, même comme un journaliste de France 2, juif, Charles Anderlin, ont été diabolisés, calomniés avec des campagnes énormes par Israël. Donc, il faut toujours poser la question qui diabolise qui et pourquoi et quels sont les intérêts qui sont là derrière. Et ce qui est très frappant aussi, c'est qu'on me diabolise, c'est vrai, on répand des rumeurs, on me boycotte. Dans Le Soir, par exemple, actuellement, là, on écrit tout le temps des trucs contre nous. Jamais je n'ai pu avoir une ligne dans Le Soir. Jamais ils ne vont même citer une phrase d'un de mes articles ou une thèse pour me critiquer. C'est le silence, le boycott, l'omerta. Il faut se poser la question, pourquoi? De quoi ils ont peur? Si c'est tellement vrai que je raconte n'importe quoi, mais qu'ils l'expliquent à leurs lecteurs et qu'ils laissent leurs lecteurs en juger. Donc là, le fait que c'est tabou, qu'il y a une censure, montre déjà qu'il y a des intérêts et qu'ils n'osent pas. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est qu'il y ait un débat public avec des gens comme du Soir, du Monde, de Libé ou les télés. Ils peuvent m'attaquer, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Si j'ai le droit de répondre, l'important, ce serait que le public ait le droit
de trancher entre les deux avis. Donc à partir du moment où les gens comme moi sont complètement censurés, il faut se demander de quoi on a peur. Il y a probablement plusieurs explications, des explications qui sont très probablement aussi d'ordre politique, le fait qu'indépendamment des affinités politiques, il prend des positions qui sont des positions dérangeantes lorsque la plupart des intellectuels et des grands médias s'alignent généralement sur la position de leur gouvernement, que ce soit des positions pro-guerrières ou des positions plus pacifistes, comme en France par exemple, quand les médias français ont été plutôt opposés à la dernière intervention en Irak. Ça n'a pas du tout été un signe de l'indépendance des médias, contrairement à ce qu'on dit. Simplement, la diplomatie française de Villepin-Chirac était plutôt là opposée aussi. Donc les médias ont suivi, comme ils ont suivi le gouvernement qui avait des positions plus militaires et plus va-t-en-guerre précédemment. Donc quand on prend des positions sur ces questions-là, dans des périodes de crise, eh bien, évidemment, la critique est à la hauteur de l'engagement qu'on a pris et du courage parfois qu'on a pu prendre sur certains dossiers. Et en fait, le dernier élément, c'est qu'il ne faut jamais oublier, Serge Halimi en a fait les frais, Pierre Bourdieu en a fait les frais, d'autres en ont fait les frais en Belgique, qu'à divers degrés, lorsqu'on s'en prend aux médias, ou plutôt les médias, pourrait-on dire, c'est quand même un univers social très particulier, puisque Bourdieu avait raison de dire que les médias, en fait, les journalistes de façon plus générale, et tout particulièrement les élites médiatiques, sont des gens dont le travail consiste à investiguer, en principe, à critiquer, à interroger le monde politique, le monde des affaires, à interroger voilà, ceux qui font l'actualité internationale. Et ceux-là même dont la profession est d'interroger supportent assez mal eux-mêmes d'être interrogés sur leurs conditions de travail, sur éventuellement leur proximité avec certaines élites politiques ou économiques, sur la précarisation du métier qui fait qu'il y a une élite des médias qui tire des profits de tout ordre, économique comme symbolique, de leur proximité avec certains et qui vivent, qui passent à travers les crises que subissent le grand nombre de journalistes qui, eux, doivent faire face à la précarité, au licenciement, comme on voit les rapprochements, ce qui se passe en Belgique maintenant avec Sud Presse, Rossel, Le Soir. Et voilà, et donc, de façon très générale, je pense que pour des raisons qui ne sont pas propres aux journalistes, on peut dire que tous les gens, comme on dit, qui relèvent du monde de la production symbolique, c'est un peu le cas aussi parfois des artistes, mais tout particulièrement, me semble-t-il, les journalistes, ont cette position très particulière qui font que leur métier consiste à interroger le monde, mais qu'ils acceptent assez peu la critique. Sauf lorsque c'est pour donner la parole à des spécialistes des médias, mais qui tiennent un discours sur les médias, que les médias sont tout prêts ou tout disposés à entendre. Lorsqu'on sort de ce cadre et que lorsqu'on fait un vrai travail de réflexion critique, qui ne soit pas là a priori pour ni tirer sur les médias, ni pour en quelque sorte les louer leur travail, qui serait admirable avec ça. Lorsqu'on fait un vrai travail critique, un vrai travail de réflexion critique, on fait preuve d'indépendance lorsqu'on parle des médias, mais généralement, forcément, ce qu'on fait est assez mal reçu par les médias. Ce qui peut expliquer diverses choses, notamment le fait qu'on a parfois plus de facilité à faire connaître ses propres travaux. Je sais de quoi je parle en France, y compris dans des médias de référence en France, qu'en Belgique, voilà, par exemple. D'une part, il y a sa proximité avec le PTB, qui ici joue un peu comme un épouvantail. Hein, c'est comme si vous disiez je reviens du antre du diable, ça fait le même effet, ou je ne sais pas moi, je suis ami avec Marc Dutroux, bon, des choses comme ça. Là, on essaie de diaboliser cette formation parce qu'elle est radicale, parce que sa critique de la société est radicale. Et du coup, Michel Colomb, naturellement, est démonisé lui aussi. Et on essaie de l'exclure d'un grand nombre de débats où il aurait pourtant des choses à dire. Et donc c'est assez rare qu'il soit invité dans les grands studios télévisés. Et curieusement, il n'y a peut-être pas la même attitude dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'il fait plus de conférences en France ou en Suisse qu'en Belgique, mais il y a aussi des lobbies qui travaillent le milieu des médias pour le faire interdire de conférences, par exemple à Paris. Et donc, un mouvement s'intitule tout d'un coup un mouvement antifasciste de ceci ou de ça et demande l'interdiction d'une conférence de Michel Colomb. Alors, il ne faut pas négliger la question
israélo-palestinienne, qui pèse beaucoup dans tout cela. Et donc, comme il est clair qu'il a une attitude favorable aux Palestiniens, le milieu sioniste met tout son poids pour éviter qu'il n'intervienne dans des grands débats, dans des émissions très médiatisées, etc. Ce qu'il dit n'est pas ce que disent les médias. Et si les médias veulent rester crédibles, ils doivent dénoncer Michel Colomb qui dit le contraire, souvent. Donc c'est tout, voilà pourquoi il est boycotté. Le principal rôle des médias aujourd'hui n'est pas nécessairement de dire des mensonges, c'est de cacher. Cacher. Vous cachez ce qui se passe. Vous cachez tout. Donc ça, c'est le rôle principal des médias dominants d'aujourd'hui. Donc ils doivent cacher l'existence de Michel Colomb, parce que s'ils parlaient de l'existence de Michel Colomb, ils mettraient en avant quelqu'un qui fait le travail qu'ils ne font pas. Je ne trouve pas qu'il soit boycotté. Je le vois régulièrement sur les chaînes françaises. Il était chez TADI plusieurs fois. Je n'ai pas l'impression, mais enfin, vous savez, des interlocuteurs, des gens qui s'expriment par rapport à différents sujets, il y en a plein. Je veux dire, un journaliste qui fait son travail correctement lit tout ce qui se fait, lit ce qui passe, et puis recoupe ses infos et travaille en fonction. On n'est pas là pour... il ne s'agit pas de juger ce que fait l'une ou l'autre personne. Enfin, oui, chacun, si vous avez envie de juger, vous pouvez le faire. Mais nous, on n'est pas là. On est là pour essayer de donner une information la plus objective possible. Et on n'est pas là pour faire du militantisme à l'antenne. Je reconnais à Michel Colomb le droit même d'être militant, d'avoir des thèses, des propos, mais que dans sa démarche analytique et démonstrative, il ait une rigueur qui permettent de le discréditer de toute accusation de manipulation et de militantisme outrancier. Enfin, là où ça me met mal à l'aise. Je ne suis pas militant d'un parti politique, c'est vrai que j'ai une sensibilité... En fait, l'étiquette de gauche ou d'extrême gauche, dire qu'un journaliste est de gauche, donc ça ne va pas, c'est un faux débat. Est-ce qu'on va dire qu'un journaliste, il est libéral, conservateur, centriste? Non, on va dire ça seulement pour des gens qui, effectivement, sont révoltés par les injustices et voudraient que ça change. Est-ce que, si on est révolté par des injustices et qu'on veut que ça change, du coup, on ne peut pas être un bon journaliste? Ça, c'est un procès d'intention. Il faudrait le montrer dans les faits. Et moi, j'aime pas. Je refuse de me définir par des étiquettes. Investigation, c'est vrai que c'est un média qui est contre les injustices, contre les guerres, du côté des gens, qui dénoncent le 1%. Oui. Est-ce que ça empêche de faire un bon travail journalistique? Il faudrait le prouver. Moi, je dis qu'au contraire. Et je pense que c'est un piège, ces histoires d'étiquetage. Quand on veut empêcher les gens de réfléchir, on leur dit ça c'est un terroriste, ça c'est un islamiste, ça c'est un conspirationniste, ça c'est un extrême gauche. Tout ça c'est des épouvantails pour empêcher les gens de réfléchir. Le public ne doit pas réfléchir par rapport à des étiquettes, mais par rapport à des faits. Il doit vérifier qui dit quoi, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'on l'a déjà pris en flagrant délit de mensonge, est-ce qu'il nous explique bien les conflits, les intérêts. Et l'étiquetage, c'est une manière de refuser le débat sur le fond. C'est une belle idée, mais je dirais que aussi bien ce journalisme citoyen que le prof que je suis de critique historique, nous sommes un peu comme des gens qui veulent remonter le cours d'un fleuve dans l'autre sens. C'est-à-dire que, oui, on essaie de faire les petites choses qu'on peut, mais il y a un torrent dans l'autre sens qui nous empêche de marcher. Et le torrent dans l'autre sens, c'est RTL, les journaux télévisés, etc., qui divertissent les gens de plus en plus. Divertere en latin, ça veut dire détourner. Donc on les détourne des vrais
problèmes, les vraies questions d'aujourd'hui, c'est le chômage, c'est le pouvoir économique qui essaie d'offrir des conditions de plus en plus mauvaises aux travailleurs, qui sont contraints d'accepter, c'est les restrictions au droit de grève, etc., etc. Ça, c'est les vrais problèmes. Je pense que c'est très bien que tout le monde puisse s'exprimer. Enfin, le journalisme participatif, c'est très bien. D'ailleurs, ça nous permet aussi d'avoir peut-être plus de contacts qu'avant, parce que les gens qui s'expriment, c'est des gens avec lesquels vous pouvez entrer en contact, qui vous apportent des informations, peut-être que vous n'auriez sans doute pas rencontré avant, ça c'est clair. Maintenant, le journalisme participatif, c'est aussi, voilà, chacun donne son opinion, ça n'est pas que des informations. Les médias eux-mêmes font appel à des citoyens blogueurs, à des journalistes pour obtenir des images, de faits divers, des choses d'ailleurs la plupart du temps sans aucun intérêt. Et pendant ce temps-là, on a moins de travailleurs. Hein, donc on a une force de travail qui est moins importante. Et donc voilà, le journalisme citoyen, il faut voir ce que ça veut dire. Parce que ça peut donner des choses formidables, ça peut donner des choses en tout cas très intéressantes, des choses qui méritent d'être interrogées. Mais ça peut très vite se récupérer, devenir un mot d'ordre du marketing libéral et récupérer comme ça l'est déjà fait par des médias privés qui incitent les citoyens à prendre des photos parce qu'ils voient un fait divers ou un chien qui se fait écraser en rue, etc. Et voilà, et pendant ce temps-là, on a une masse d'informations, enfin si on peut appeler ça de l'information, qui est récupérée par des citoyens plutôt que par des journalistes qui en principe ont appris leur métier avec des règles de déontologie, puisque quand même le journaliste depuis quelques années, on n'est plus au 19e siècle, c'est quand même un métier qui s'apprend avec des règles, etc. Et donc moi je pense que le journalisme citoyen, moi je pense qu'il faudrait plus que le journalisme citoyen ne cesser de taper sur le clou sur le fait qu'il faut interroger la propriété privée des moyens d'information. Ça ne veut pas dire transmettre tout cela à l'État, parce qu'avoir une télévision publique qui soit contrôlée directement par l'exécutif gouvernemental, comme ça peut être le cas lorsqu'on a des télévisions publiques, je pense qu'on ne va pas non plus être beaucoup plus satisfait sur le travail qui est fourni, notamment en temps de crise. Je pense qu'à cet égard-là, comparer les journaux télévisés des deux grandes télévisions francophones, on ne va pas avoir une grande différence lorsqu'il s'agit de criminaliser les travailleurs qui sont en lutte, ou au contraire de justifier les politiques de rigueur et d'austérité. Donc ce n'est pas déprivatiser pour nationaliser, donc il faudrait interroger, penser à d'autres modèles, mais en tout cas on ne peut pas se satisfaire d'une situation où l'information est privée. Ça, je crois que ce n'est pas possible, d'abord par la qualité de l'information, qui n'est plus au rendez-vous, mais parce qu'on le voit que les effets commencent à se faire sentir de plus en plus avec des synergies, comme on dit, c'est-à-dire des concentrations, et puis des articles qui passent d'un média à un autre, et donc forcément, que ça signifie qu'on va avoir besoin de moins en moins de journalistes. Et donc ça, c'est... donc en quelque sorte, il devrait y avoir un combat commun entre les citoyens, certains intellectuels critiques, et les journalistes eux-mêmes, qui devraient se sentir concernés par la critique des médias, parce que c'est eux qui, in fine, sont les premières victimes de la marchandisation de l'information. Internet est fort décrié par les journalistes. Hein. Ils doivent trouver n'importe quoi sur Internet. Attention à Internet, il y a du faux et du vrai, mais surtout du faux et tout ça. Pourquoi ils décrient Internet? Parce que ça leur fait concurrence. Mais Internet a quand même aidé au début de la révolution égyptienne et au début de la révolution tunisienne. Je dis début parce qu'on n'en est pas encore sorti. Hein. On n'a pas encore gagné ces révolutions. Mais c'est vrai qu'ils se sont servis d'Internet. Sans Internet, elles n'auraient peut-être pas eu lieu. Donc, oui, la propagation du mouvement des indignés ou je ne sais plus comment il s'appelle aux États-Unis, c'est Internet qui a permis ça. La grande manifestation contre le Rigueron de Seattle n'aurait jamais eu lieu sans Internet. Donc Internet donne de la contre-information et fait de la mobilisation, fait de la sensibilisation qu'on dit citoyenne aujourd'hui, ça veut rien dire, démocratique je dirais. Vu l'évolution des médias, vu l'arrivée d'Internet, vu tout ce qui peut être lu, mis en ligne, que ce soit des textes, que ce soit des vidéos, que ce soit des images, on n'a jamais eu autant d'infos. Hein. Je pense qu'on vit une période particulièrement même difficile, je veux dire, au niveau de l'information. On est inondé d'infos, donc le travail pour recouper toutes les informations est sans doute, je crois même encore bien plus difficile qu'il ne l'était avant. Il voit que n'importe quoi qui circule sur Internet, il circule avec la même apparence physique, le même savoir-faire dans la présentation des sites qu'un travail très professionnel. Et donc ça brouille un peu les cartes pour le grand public. Voilà, donc
Ça le bouscule, mais ça n'est pas un danger. On peut même penser que plus il y a de l'information qui circule, plus il y a des individus qui deviennent producteurs d'infos et consommateurs d'infos et que toutes les cartes sont un peu mélangées, eh bien le professionnel du journalisme est plus nécessaire que jamais, soit pour accompagner le citoyen, soit pour faire le tri, soit pour apporter de la valeur ajoutée. Ce qui peut nous rendre confiance, c'est quand même tout ce qui s'est passé en Amérique latine ces dernières années. C'est la résistance admirable du peuple grec pour l'instant, la résistance des étudiants québécois, la résistance du peuple espagnol aussi. Alors vous allez dire quel rapport avec les médias? C'est que je ne crois pas, je ne crois plus. Je ne pense pas qu'en tout cas que la question de l'autonomie des médias et du combat pour une vraie liberté de l'information, une vraie liberté de la presse, est un combat qui puisse être mené indépendamment d'un combat social plus général. Je pense que ça découlera du reste. Je pense que, de même que la société en général est traversée par des conflits de plus en plus profonds et qui ne vont pas trouver une solution comme ça, rapidement, facilement. Je veux dire, l'Europe maintenant est en train d'obliger les retraités grecs à vivre avec 400 € par mois alors que le coût de la vie est comme ici, à plonger les gens dans la misère. On fait la même chose en Espagne et au Portugal. On dit c'est les Grecs, c'est les Espagnols, c'est les Portugais. Mais il est clair qu'on va faire la même chose en Belgique, en France. Et on le fait déjà en Allemagne. Vous avez en Allemagne des travailleurs à 1 € de l'heure. Le miracle allemand, c'est ça. Il y a des gens qui travaillent à 1 € de l'heure. Il y a des politiciens qui ont le culot de dire que c'est mieux que rien. Donc c'est vers ça qu'on veut nous faire reculer. Et le journalisme là-dedans, il va faire quoi? Il va dire on ne s'occupe pas du social, on ne s'occupe pas du politique. En fait, le journalisme actuellement, ce qu'on voit dans Le Soir, ce qu'on voit dans Le Monde, ce qu'on voit dans les télés, c'est il n'y a pas d'alternative. Ce que l'Union européenne, ce que la Banque mondiale, ce que les agences de notation disent, c'est comme ça, il faut qu'on se serre la ceinture. C'est un mensonge. Pendant que 90 ou 99% des gens se serrent la ceinture, 1%, il doit changer de ceinture tellement ils s'enrichissent plus grâce à ça. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Donc le journalisme, ou bien il va rendre compte de ça, il va montrer aux gens les injustices, les guerres, il va montrer les intérêts qui sont derrière, et ça, ce sera du vrai journalisme, ou bien il va faire de la couverture, il va cacher les choses, il va parler du foot, il va parler de Miss Belgique, il va parler de futilité quotidienne. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas du divertissement et des jeux et des trucs comme ça, mais une information qui est faite sur des diversions, sur détourner les gens de la compréhension des mécanismes fondamentaux des injustices. On est dans une guerre de l'information, en fait. Et je pense qu'on est quelque part dans un monde en guerre. Et ce n'est pas seulement les guerres militaires, c'est la guerre des riches contre les pauvres. C'est Warren Buffett, un des 3 hommes les plus riches des États-Unis, qui a dit bien sûr qu'il y a une lutte de classe, bien sûr qu'il y a une guerre de classe. Et il a dit c'est ma classe qui est en train de la gagner. Donc, si lui-même le dit dans un beau moment de sincérité, le journalisme, il ne peut pas faire l'autruche par rapport à ça. Ou bien il dit oui, il y a une guerre de classe, une guerre du... C'est même pas 1% d'ailleurs, c'est 0,01%, etc. S'il y a ça, le journalisme, il est par rapport à ça. Mais évidemment, dans la mesure où les médias sont aux mains justement de gens comme Warren Buffett et ses copains, évidemment qu'on ne va pas nous le dire. Donc l'info, c'est une guerre. Et comme je l'ai dit, il faut qu'un maximum de citoyens se mobilisent pour vérifier les infos qu'on leur donne, quand on leur ment, le faire savoir, en débattre et trouver eux-mêmes les sources d'informations, soutenir les infos alternatives et s'engager eux-mêmes dans la production d'infos sur les situations dans lesquelles ils sont. Donc, je suis pessimiste sur le système des médias en général et optimiste sur la capacité de résistance des citoyens qui se rendent compte de plus en plus qu'on les manipule. Et à mon avis, à un moment donné, toute cette colère, toute cette indignation sur la manipulation, elle va se transformer en un mouvement pour une véritable info indépendante et objective. Donc, sur le long terme, je pense que oui, je suis optimiste.